Bienvenue dans l'épisode 24 de l'alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, une nouveauté, nous allons nous intéresser à un livre pour enfants. Mais attention, pas n'importe lequel, car celui-ci a été écrit par un prof de maths d'Oxford, diacre de l'église anglicane, un homme faussement austère, passionné de logique. Il s'agit de Charles Dodgson, plus connu sous son nom de plume, Lewis Carroll, et pour son chef-d'œuvre, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Et nous verrons donc que l'alchimie d'un livre pour enfants est rigoureusement semblable à celle de toute littérature. L'eau, le style qui s'écoule, l'air, la fiction qui nous élève, la terre, le milieu où le roman prend racine, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. D'ailleurs, de nos jours, Alice au pays des merveilles est autant lu par les adultes. Alors même si vous avez perdu votre cœur d'enfant, suivez-moi, nous allons le retrouver ensemble. Et pour commencer, le résumé en 1 minute chrono de cette histoire extravagante que tout le monde connaît déjà. Alice somnole aux côtés de sa grande sœur au milieu d'une pelouse anglaise. Elle aperçoit un lapin blanc qui porte un gilet et une montre à gousset. Elle le suit et tombe dans son terrier. Elle tombe longtemps, très longtemps, jusqu'au pays des merveilles. Là, elle traverse une série d'aventures, de tableaux tous aussi loufoques les uns que les autres. Pour commencer, elle se débat avec une bouteille marquée « Buvez-moi » qui fait rapetisser et un gâteau étiqueté « Mangez-moi » qui fait grandir. Et tout cela afin de trouver la bonne taille pour emprunter une porte minuscule. Elle n'y parvient pas et se met à pleurer, puis elle organise une course pour aider à sécher une foule de petits animaux trempés par ses larmes. Ensuite, elle discute avec un ver à soie bleue qui fume le narguilé, elle rencontre une duchesse à grosse tête et son enfant semblable à un porc, elle prend le thé avec un chapelier fou, un loir et un lièvre de Mars. Et enfin, elle retrouve le charmant jardin qu'elle cherchait depuis le début. Là, elle participe au jeu de croquet de la reine qui n'a qu'une obsession, couper la tête de ses sujets. Puis elle récite des poèmes et chante des chansons avec un griffon et une tortue, pour terminer son périple dans un tribunal où l'on juge un valet pour le vol d'une tarte. Le procès, comme tout le reste d'ailleurs, est dépourvu de sens, et Alice finira par balayer tout ça d'un revers de main, car tous ces gens ne sont que les cartes d'un jeu de cartes, et le pays des merveilles n'est que son rêve. Voilà, je vous l'avais dit, c'est un peu farfelu. Et pour comprendre, revenons au tout début de cette histoire. En fait, tout commence le 4 juillet 1862, alors que le professeur Charles Dodgson emmène les 3 filles Liddell en promenade sur une barque. L'aînée s'appelle Lorina, la cadette s'appelle Edith, et la troisième, qui a 10 ans, s'appelle Alice. La balade est un peu longue et ennuyeuse, alors Alice demande au professeur de lui raconter une histoire. L'histoire est merveilleuse, les petites filles sont comblées, et Alice fait promettre à Dodgson de lui écrire l'histoire sur un cahier pour ne jamais l'oublier. Ce sera Les aventures d'Alice au pays des merveilles, un roman publié 3 ans plus tard et qui assurera la célébrité de son auteur sous le pseudonyme de Lewis Carroll. Cette introduction est importante parce qu'elle permet de bien comprendre les ressorts de ce livre. Avant tout, Lewis Carroll a improvisé cette histoire pour résoudre un problème concret, distraire 3 petites filles dont il avait la garde et qui s'ennuyaient ferme. Voilà qui explique en partie le côté déjanté de l'histoire et on imagine très bien qu'à chaque signe de lassitude de son auditoire, Lewis Carroll en rajoutait une louche. Mais aussi, il ne faut pas oublier que Lewis Carroll était professeur. Il a donc naturellement profité de l'exercice pour passer des messages aux 3 filles et à tous ses futurs lecteurs. Un enseignement à la mesure de leur auteur, amoureux des mathématiques et largement plus iconoclaste que ses habits de diacre pouvaient le laisser supposer. Alors pour commencer, voyons comment Lewis Carroll réussit à maintenir l'attention de ses lecteurs. Parce que pour des enfants encore plus que pour des adultes, le premier boulot du romancier est d'empêcher que son lecteur ne décroche. Et pour ça, Lewis Carroll mobilise tous les éléments alchimiques. Le style d'abord, un style très parlé qui donne l'impression que l'auteur est en train de raconter son histoire juste devant nous. Alors qu'Alice est en train de tomber dans le terrier du lapin blanc par exemple, elle se demande si elle serait capable de faire une révérence en chute libre. Et l'auteur, tout naturellement, nous demande directement « Croyez-vous que vous pourriez faire une révérence si vous étiez dans ce cas ?» C'est un style participatif, on a presque envie de lui répondre. Et puis, le monde décrit par Lewis Carroll est fondamentalement le monde de ses lecteurs, les enfants. Un monde où l'on croise des animaux familiers, un lapin, un lézard, un cochon d'Inde, ou bien des animaux de l'univers enfantin, un dodo, un griffon. Un monde où l'on passe son temps à jouer et dire des récitations, un monde où tout est personnifié, les animaux, les cartes d'un jeu de cartes, chaque objet est une petite personne. Et ainsi, l'histoire que raconte Lewis Carroll est forcément très proche d'une histoire que pourrait se raconter un enfant à lui-même. Enfin, Lewis Carroll n'hésite pas à utiliser les techniques classiques de tout conteur pour scotcher son auditoire, comme par exemple l'asticotage, en anglais cliffhanger, qui consiste à terminer chaque chapitre par le début anticipé du chapitre suivant. Ok, toutes ces techniques sont efficaces, mais elles ne suffisent pas à expliquer l'effet magique par lequel ce roman subjugue non seulement les enfants, mais leurs parents et des générations de lecteurs. Non, il y a autre chose.
En fait, le véritable secret de Lewis Carroll pour nous captiver, c'est son imagination débordante, un nonsense comme disent les Anglais, un absurde à la limite du surréalisme avec 50 ans d'avance. En langage moderne, on dirait du WTF permanent, du porte-nawak à chaque page, et il n'est pas étonnant que de toute leur vie, les filles Liddell n'aient jamais oublié cette fameuse balade en barque. Ceci étant dit, et malgré les apparences, les aventures d'Alice ne sont pas uniquement une divagation au hasard dans un monde abracadabrant. Et l'on comprend rapidement, en le lisant, que Lewis Carroll avait une idée, voire plusieurs, derrière la tête. D'abord, et ça saute aux yeux, Alice au Pays des Merveilles est un roman d'apprentissage. Autrement dit, un roman qui décrit comment un enfant devient un adulte. Alice elle-même est parfaitement consciente de cette métamorphose quand elle dit « Je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin, mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors. » En fait, symboliquement, le Pays des Merveilles qu'elle découvre est le pays des adultes. Elle y entre en changeant de taille, elle grandit, elle rapetisse plusieurs fois de suite jusqu'à ne plus savoir où elle en est. Les gens qu'elle rencontre, les animaux qui parlent et les objets animés, se comportent comme des adultes. Ils portent des gilets, des uniformes ou des livrets de domestiques. Ils parlent aussi comme des adultes et utilisent des mots compliqués. Ils disent cryptogame au lieu de champignons et parlent de fumer le hookah. En plus, ils méprisent Alice et la négligent en permanence. Elle ne fait pas partie de leur monde, au point qu'elle s'y sent toujours très seule et ne comprennent pas qu'ils la traitent comme une étrangère. À bout de nerfs, elle s'exclamera « Ah, comme ces créatures aiment à vous donner des ordres et à vous faire réciter des leçons !» Donc Alice au Pays des Merveilles est incontestablement un roman d'apprentissage. Mais disant cela, nous n'avons pas beaucoup avancé, car un roman d'apprentissage, oui, mais pour apprendre quoi ? En fait, nous allons voir que Lewis Carroll avait principalement deux messages à transmettre à ses charmantes têtes blondes, deux messages en apparence contradictoires. D'abord, souvenons-nous que Charles Dodgson, Lewis Carroll, était professeur de mathématiques et tout spécialement passionné de logique. Son premier message est donc de transmettre aux enfants un bagage intellectuel et en premier lieu sa spécialité, la logique. La logique procédurale d'abord, c'est-à-dire le simple bon sens qui permet de résoudre des problèmes. Comme par exemple, dans quel ordre faut-il boire et manger les potions et gâteaux magiques pour à la fois être assez grand pour attraper la clé sur la table et assez petit pour passer la porte minuscule. Ces petits problèmes élémentaires montrent au lecteur qu'il faut réfléchir avant d'agir. Ensuite, il passe à plus sérieux avec des domaines plus mathématiques de la logique. 3 exemples. Le calcul d'abord. C'est la base du raisonnement logique, comme avec le problème posé par la tortue. Ses cours à l'école durent 10 heures le premier jour, 9 heures le second, etc. Alice s'exclame « Mais alors, le 11e jour ne peut être qu'un jour de congé ». Le sophisme ensuite. À la manière d'Aristote, les personnages de Lewis Carroll présentent des raisonnements apparemment irréfutables, mais à la conclusion évidemment fausse, dans le but d'inciter le lecteur à y chercher lui-même l'erreur de logique. Lors de la discussion avec le pigeon, par exemple, tous les serpents mangent des œufs, les petites filles mangent des œufs, donc les petites filles sont des serpents. Enfin, la contraposée, c'est le chapelier fou qui montrera que A implique B n'est pas l'équivalent de B implique A. Il dira par exemple « Je vois ce que je mange » n'est pas la même chose que « Je mange ce que je vois ». Et voilà le premier message de Lewis Carroll à ses jeunes lecteurs. Tâchez de raisonner correctement et prenez l'habitude de réfléchir par vous-même comme le fait très bien Alice d'un tableau à l'autre. Voilà pour le côté rigoriste de Lewis Carroll, mais ce n'est pas tout, parce qu'en parallèle, il transmet un deuxième message bien différent. Le monde que découvre Alice, c'est-à-dire le monde des adultes, est un monde foncièrement illogique. Et malgré son esprit bien fait, Alice devra faire preuve d'une certaine souplesse pour y tracer son chemin. Et en vrac, Lewis Carroll va caricaturer tous les fondements de la société victorienne de son époque. Une société rigide, corsetée par les règles et les conventions sociales. Le monde politique, par exemple, représenté par la course des animaux, caucus race en anglais, une course sans règles et sans objectifs où tout le monde s'agite sans plan prédéfini. La royauté aussi, avec sa reine bornée et son protocole ridicule. À quoi sert un cortège si les gens doivent se prosterner devant lui face contre terre et ne pas le voir passer ? La médecine, avec son vinaigre qui aigrit le caractère, la camomille qui rend amer, le sucre d'orge qui adoucit les mœurs. L'école, avec ses matières alambiquées, la lésure et les fritures, avec ses récitations incompréhensibles à rabâcher par cœur. Et la justice, enfin, avec un procès final sans queue ni tête où le verdict est décidé à l'avance, disproportionné par rapport au délit, et où les témoignages n'ont aucun rapport avec les faits. Et Lewis Carroll nous montre la société par les yeux d'une enfant, comme Voltaire le faisait avec Candide. Son héroïne, simple et naïve, voit les défauts et les aberrations de la société qu'avec nos conventions et nos habitudes, nous ne voyons plus. La vérité sort de la bouche des enfants, et comme ce gamin du conte qui s'est crié « Le roi est nu », Alice s'exclamera « Ces gens-là, après tout, ne sont qu'un jeu de cartes, je n'ai nullement besoin d'avoir peur d'eux ».
Et voilà les deux messages contradictoires. D'un côté, le monde est illogique, la société des adultes est absurde, mais la meilleure arme pour l'aborder est encore la raison, le libre arbitre et une pensée logique. Voilà, tout ça est très convaincant, mais en vérité, on doute que l'enfant qui referme ce livre aura les idées aussi claires. Certes, il aura entrevu l'absurdité du monde adulte qui l'attend, et il aura peut-être été séduit par les mécanismes enseignés par Lewis Carroll, son professeur de logique. Mais ces messages en fait restent en arrière-plan, et ils n'expliquent pas l'extraordinaire succès de ce roman et la trace puissante qu'il laisse dans les imaginaires. Car finalement, la force d'Alice au Pays des Merveilles, ce n'est pas son message. C'est sa liberté, sa fantaisie, sa créativité exceptionnelle, sa proximité et son exotisme tout à la fois. Autant de qualités qui sont les qualités de l'enfance, qui rassurent ses jeunes lecteurs et fascinent les plus âgés. Lewis Carroll l'écrit très clairement à la fin du roman, lorsqu'il décrit la jeune Alice à son réveil. Devenue une vraie femme, mais ayant conservé à travers les années de son âge adulte, le cœur simple et aimant qu'elle avait étant enfant. Et c'est cette fantaisie de l'enfance, finalement, qui assure la cohésion de cette œuvre en apparence hétéroclite. La fusion des 4 éléments. Le style et ses jeux de mots alambiqués, le récit déstructuré, sans queue ni tête, le milieu imaginaire où la créativité n'a aucune limite, et ce message en filigrane, le plus important, sachez en toutes circonstances, gardez votre âme et votre regard d'enfant. Alors j'espère que vous relirez peut-être cette histoire qui a baigné votre enfance comme je l'ai relu moi-même avec plaisir pour faire cette vidéo. Et je vous invite à découvrir l'ensemble des autres romans que j'ai lus pour vous et commentés sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous y abonner afin d'être averti à chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou me retrouver dans le cadre plus large de la Vidéothèque d'Alexandrie, un groupe de vidéastes pédagogues spécialisés dans les sciences, l'histoire, le cinéma et tous ces genres de choses. Vous pouvez enfin vous attaquer à mon blog où j'essaie d'écrire un tas de choses intéressantes. Ceci étant dit, au revoir et à bientôt.